Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith. Aujourd'hui j'ai une voix d'outre-tombe, parce que je suis malade, mais ça ne va clairement pas m'empêcher de vous parler de l'un de mes grands plaisirs coupables de cinéma. Alors oui, on peut débattre sur la notion de plaisir coupable. Pourquoi faudrait-il culpabiliser d'aimer un film, Eh bien justement, celui dont on va parler aujourd'hui a de quoi alimenter ce débat. Parce que s'il compte bon nombre de fans sincères et passionnés tels que moi, il s'est aussi fait écharper par la critique à sa sortie. Et encore aujourd'hui, il est considéré par beaucoup comme un film assez ridicule. Et même en tant que fan, j'admets que je peux le comprendre. Bref, ce film c'est Equilibrium, la série B de science-fiction avec Christian Bale sortie au cinéma en 2002 et que je vais décortiquer pour expliquer pourquoi c'est pas loin d'être un film génial et comment son réalisateur a malheureusement un peu tout raté. Le réalisateur en question c'est Kurt Wimmer que vous connaissez peut-être, et je dis bien peut-être, pour avoir aussi réalisé Ultraviolet et Les démons du maïs, ou pour avoir scénarisé Salt et Expendables 4. Oui, on n'est pas sur un incroyable palmarès et ça va se comprendre avec ce que je vais expliquer dans cette vidéo. D'abord, laissez-moi revenir un peu au projet d'origine d'Equilibrium et à l'impression générale qu'il a laissée. En admettant qu'il ait laissé une impression tout court, à part auprès de moi et de quelques autres fans, probablement déjà en train de crier leur amour dans les commentaires. En fait, ce qui a été beaucoup reproché à Equilibrium lors de sa sortie, c'est d'être un mélange, si ce n'est même un plagiat de plusieurs œuvres. Rappelons que le film raconte l'histoire de John Preston, qui est un ecclésiaste du Tétragrammaton, c'est-à-dire une sorte d'agent secret super flic ninja d'un gouvernement dictatorial. Au sein de ce gouvernement, John et ses camarades ecclésiastes ont pour mission de traquer et d'éliminer toute forme d'art et de choses étant susceptibles de susciter des émotions. Parce que oui, dans la belle ville de Libria, les sentiments sont interdits, pour garantir la paix sur Terre. Chaque habitant est obligé de prendre chaque jour, à heure précise, une dose de prosium, à savoir une drogue qui rend insensible. Tout transgresseur est évidemment bon pour une exécution par combustion, et Père est le dictateur qui rêve de pouvoir éliminer pour toujours la résistance. Pour y arriver, John Preston est son meilleur atout, car il est capable de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ressent, et il est donc particulièrement doué pour dénicher les transgresseurs. Le problème, c'est que la curiosité le gagne et que John finit par basculer dans les émotions et la sensibilité, si bien qu'il finit par vouloir renverser la dictature de l'intérieur. Bon alors voilà, rien qu'avec ce résumé, il se peut que vous pensiez déjà à 3 œuvres. Fahrenheit 451, roman de Ray Bradbury adapté à l'écran par François Truffaut, 1984, roman de George Orwell adapté à l'écran par Michael Radford, et THX 1138, le premier film de George Lucas. Et c'est vrai que sans se revendiquer comme étant une adaptation ou un remake de l'une de ces œuvres, l'histoire d'Equilibrium leur emprunte vraiment beaucoup, en ajoutant sa propre personnalité et ses propres touches, bien sûr, comme cette espèce de Big Brother à la connotation beaucoup plus religieuse, qui s'appelle Père, dont l'insigne est un T qui ressemble à une croix, dont la police spéciale s'appelle les ecclésiastes. Bon, ça et pas mal de choses, on y reviendra. Mais bon, on est dans la quasi-adaptation, quoi. Mais au-delà de ces 2 romans et de ce film, Equilibrium a été très critiqué à sa sortie pour sa soi-disant ressemblance avec Matrix, sortie 3 ans plus tôt. Alors pour le coup, je trouve que cette critique est assez injuste parce que c'est une dystopie dans laquelle il y a de grands manteaux noirs et des combats assez stylisés qui empruntent aux arts martiaux, mais bon, quand même, le fond de l'histoire et les intentions esthétiques n'ont pas grand-chose à voir, je trouve. Mais bref, après c'est sûr que le slogan de la promo qui était oublier Matrix, ça a pas dû aider pour être indulgent envers le film sur le plan de la comparaison. Et puis il y en a eu d'autres, Kurt Wimmer raconte lui-même dans la version commentée du film qu'on lui a reproché des ressemblances avec Bienvenue à Gattaca, Judge Dredd, etc. Le dernier plan est d'ailleurs une citation presque directe de Blade Runner en passant. Enfin bon, il a des parentés avec tous les films de science-fiction dystopiques, quoi. Personnellement, je trouve ça assez insignifiant comme problème. Mais cela dit, Wimmer dit bien qu'il ne nie pas avoir été influencé par tous ces films, tout simplement parce qu'il les adore. En revanche, c'est sûr que Equilibrium n'aura pas laissé la même trace que la plupart de ses modèles. D'ailleurs, à l'époque de sa sortie, le film ne bénéficie que d'une distribution très restreinte, et il fait un terrible flop au cinéma, car pour un budget de 20 millions de dollars, il n'en rapportera que 5. C'est surtout son relatif succès en VHS et en DVD qui offrira au film un petit statut culte, notamment auprès de gens comme moi qui l'auront découvert en ciné-club. Big up en passant au gérant du ciné-club de Romorantin-Lanthenay, qui avait même accepté de me donner son affiche du film à l'époque. Et oui, je l'ai toujours. Hello, j'interromps cette charmante personne pour vous parler d'un film qu'on a beaucoup aimé et dont on a donc voulu être partenaire. Ce film, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui sort en salle ce 20 mars, et le titre résume déjà pas mal l'histoire. On suit Sacha, qui vit dans une famille de vampires et qui n'a pas hyper envie de céder aux traditions familiales. On peut dire qu'elle est un peu humaniste, puisqu'elle rechigne à tuer directement des gens et se substante avec des poches de sang. Mais elle finit par croiser la route d'un suicidaire qui va vite devenir, je vous le donne en mille, consentant.
Vous l'avez deviné, le film prend la direction du teen movie fantastique. Dit comme ça fait un peu peur, vu les précédents du genre, on va dire, mais c'est justement parce qu'il parvient à tirer une grande richesse d'un postulat assez éculé que Vampire Humaniste impressionne et touche nos petits cœurs de pierre. Parce que derrière l'idée générale, il y a une étude mine de rien assez approfondie du principe d'empathie et de ce moment si particulier de la fin d'adolescence où on apprend à la mettre en pratique pour trouver des solutions à nos problèmes. La réalisatrice et co-scénariste Ariane Louisez, non je ne ferai pas de blague sur son nom, elle doit déjà en avoir marre la pauvre, décrit cette période de la jeunesse comme le moment où nos faiblesses deviennent nos forces. C'est finalement un peu comme ça qu'on parviendrait à revendiquer notre indépendance et à trouver notre place dans le monde. Des thématiques qui font excellent usage des codes du teen movie et utilisent donc le genre pour faire la démonstration que l'attachement aux autres, ça peut être un motif d'accomplissement personnel dans un monde où la force brute reste idéalisée. Une jolie idée qui exigeait une approche tout en délicatesse, et c'est exactement la plus grande qualité du film, qui parvient à trouver une sorte de point d'équilibre entre une légèreté teintée d'humour et une certaine noirceur morbide, le tout dans une esthétique très années 90 magnifique et appuyée par la performance marquante de Sarah Monpetit. A noter que le film est monté par le cinéaste Stéphane Lafleur, qui évoluait lui aussi sur cette lisière entre l'humour et la tragédie dans l'excellent On dirait la planète Mars. Le cinéma québécois, du moins celui qui nous arrive en France, est vraiment en pleine forme en ce moment, notamment grâce à des films tout en sensibilité, comme Vampire Humaniste, Cherche, Suicidaire, Consentant. Bon alors, puisqu'on est dans les trucs un peu négatifs, même si encore une fois, moi j'en ai rien à carrer que le film s'inspire d'autres œuvres, tant qu'au final il arrive à me toucher autrement et même à me toucher tout court, je vais quand même parler de ce qui, selon moi, explique que le film est raté. Et vous allez le voir avec mon explication, je trouve que c'est factuellement, prouvable par A plus B, un film absolument raté. Ce qui m'énerve particulièrement, parce que pour moi, Equilibrium, c'était à ça d'être un très grand film. Mais rassurez-vous, après cette partie où je vais expliquer tout ce qui ne va pas, je prendrai le temps de vous dire tout ce que je trouve génial dans le film, et donc ce pourquoi, malgré tout, je l'adore. Et donc ce pourquoi il y a vraiment, je trouve, un bijou de cinéma caché sous cette couche de science-fiction cheap mal digérée. Alors, si on veut s'attaquer au problème, je crois justement que le mot « cheap », c'est vraiment la clé de cette affaire. Et à mon avis, je vais beaucoup le répéter. Je précise que la plupart des choses que je vais dire sont des réflexions faites à partir des versions commentées du film. J'en ai notamment écouté deux, une version commentée par Kurt Wimmer tout seul, et une version commentée par Kurt Wimmer et le producteur Lucas Foster. Donc globalement des infos et des impressions que je tiens des principaux intéressés, quoi. Et auxquels vous pouvez très bien avoir accès vous-même sur différents bonus de DVD. On l'aura compris, Equilibrium, c'est un film fauché. 20 millions de dollars, c'est très bien pour beaucoup de films, mais pour un film de science-fiction et d'action, avec autant de décors futuristes, avec autant d'effets numériques, autant de costumes, de chorégraphies de combat, etc., c'est rien. Pour vous dire justement, à titre comparatif, le budget du premier Matrix, c'était 63 millions, et Judge Dredd, c'était 90 millions. Autant vous dire qu'avec juste 20 millions, il aurait fallu vraiment beaucoup ruser pour avoir quelque chose qui tienne un petit peu la route en face. Et oui, Kurt Wimmer et son équipe ont effectivement beaucoup rusé sur pas mal d'aspects. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont réussi à faire et qui sont assez impressionnantes pour ce budget. Comme par exemple la première scène de fusillade, celle qui se passe dans le noir. Pas de budget, donc pas de lumière, pas de décor, pas de chorégraphie compliquée. Toute l'action sera suggérée par quelques voix off et un effet stroboscopique. On comprend ce qui se passe tout en étant surpris, c'est un peu original, ça pose le ton au début du film, c'est pas mal. Il y a aussi d'autres astuces comme le fait d'avoir tourné en Allemagne de nombreuses scènes dans des stations de métro au look futuriste et donc assez peu identifiable, le fait d'avoir peint entièrement en blanc l'intérieur des voitures qui étaient d'un modèle par ailleurs extrêmement normal et répandu aux États-Unis. Il y a aussi le fait d'avoir improvisé des effets de style pas chers comme ces espèces de reflets d'eau sur les murs qui n'ont aucune raison d'être, dans la scène où John avoue sa transgression à Mary. Ouais, tout ça c'est pas mal, c'est assez admirable et presque touchant. On sent toute la débrouille et l'envie de bien faire qu'il y a derrière. Le problème c'est que c'est juste pas mal. Et je me permets d'autant plus de le dire que Kurt Wimmer en parle tout au long de ses versions commentées, du fait qu'énormément de choses ont l'air cheap à l'écran par faute de temps et de moyens. Les stations de métro, c'est une bonne base de décor, mais comme il le dit, c'est terriblement vide, c'est terriblement sous-décoré. Et on est d'accord que le film se passe dans un monde où le concept de décoration n'existe pas, mais je parle bien de décors qui viennent donner de la crédibilité et de la vie à un lieu qui est censé être réellement peuplé. Wimmer dit aussi qu'au final, il y a très peu de voitures dans le film. Encore une fois parce qu'il n'avait pas les moyens d'en avoir davantage. Et oui, effectivement, cette ville semble terriblement vide et inhabitée. C'est très bizarre. On est d'accord aussi que, quelque part, ça fait partie du charme du film, parce que ça crée une atmosphère vraiment étrange à laquelle on ne croit pas vraiment, et en même temps qu'on a vu nulle part ailleurs, et qui rend la peinture de cette société-là vraiment originale quelque part. Mais bon, je garde les qualités pour plus tard. En réalité, ce qui me frappe quand j'écoute les versions commentées de Wimmer, c'est à quel point il parle sans problème de toutes les limites qui lui ont été imposées pour des raisons d'argent, ce qui est très intéressant à écouter quand on veut apprendre un peu comment un film se fait dans la contrainte et dans l'humilité, on va dire.
Mais le problème, c'est que dans tout ce qu'il raconte, on s'aperçoit que bien souvent, il n'a pas conscience d'à quel point ses astuces sont ratées et d'à quel point le rendu à l'écran n'est pas du tout ce qu'il imagine. Et c'est parfois aussi un peu déprimant de se rendre compte que beaucoup d'éléments du film résultent de choix par défaut et non pas d'intention artistique. Par exemple, je peux vous citer l'absence de générique de début, pour lequel il n'avait pas les moyens, le choix d'introduire le film avec des images d'archives et une voix off pour placer le contexte à moindre coût, l'absence d'une vraie séquence de duel avec le personnage de Taye Diggs, qui ne pouvait pas rester longtemps ce jour-là et qu'ils ont dû éliminer de la manière la plus rapide et la moins chère possible, malgré la laideur absolue de l'effet final de ce combat. Non mais sérieusement, regardez-moi ce petit visage même pas sanglant, mal photoshopé sur le carrelage, vraiment je pète un câble. Bref, le truc c'est que le spectateur sent bien, de manière plus ou moins consciente, ses problèmes. Ça pue le manque de moyens à plein nez, ça se ressent partout dans le film, et donc forcément, il y a quelque chose qui prend pas. Quand on l'écoute, Kurt Wimmer rappelle une évidence, qui est que quand on n'a pas les moyens au cinéma, il faut adapter son film pour que ce manque de moyens ne se ressente pas. Et il a essayé, mais juste pas assez. Il a trop voulu faire du Matrix pour le budget du dîner de cons, ça pouvait pas réussir. À la boulette. Mais c'est pas ça qui est énervant. Ce qui m'énerve vraiment, quand j'entends Kurt Wimmer commenter son film, c'est tous les trucs qui auraient pu être bien sans coûter plus cher et qu'il a choisi de mal faire, par flemme ou par orgueil. Je pense par exemple à la scène dont je vous parlais justement avec les reflets bizarres sur le mur là. C'est plutôt joli comme truc, moi je suis pas contre. Mais Wimmer dit, dans le commentaire, que personne n'a jamais remarqué que ces reflets venaient de nulle part dans la pièce, qu'ils n'avaient aucune justification. Sauf que si, bien sûr, on peut l'accepter et on peut trouver ça joli, mais bien sûr qu'on sent que c'est un effet. Idem quant au fait que l'ex-femme de John Preston ne soit pas incarnée par la même actrice dans le flashback de son arrestation et dans la vidéo de sa condamnation. Là aussi, Wimmer dit que personne ne l'a jamais remarqué. Mais si, nom d'un chien, elle a littéralement pas la même tête, bien sûr que ça se voit. Pareil pour la séquence de la boule à neige. Le problème, c'est qu'il fallait que la boule que John regarde ait une certaine taille pour que ce soit joli et visible à l'écran. Donc ils ont fait une grosse boule. Mais le problème, c'est qu'elle ne se cassait pas quand ils la lâchaient par terre. Donc ils ont dû en fabriquer une petite, une beaucoup plus petite, pour que l'effet fonctionne. Et je vous le donne en mille, là aussi, Kurt Wimmer raconte, tout fier, que personne ne s'est jamais rendu compte de la supercherie. Alors que... j'en ai marre, parce que quand j'étais ado et que j'ai vu le film 45 fois, tout ça, je le voyais très bien. Et c'est vraiment pas pour le plaisir de jouer au jeu des faux raccords, en soi ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Mais c'est juste que de comprendre qu'en fait, tous ces détails qui viennent mettre la puce à l'oreille sur le manque d'aboutissement et le manque de moyens du film, qui viennent un peu perturber le visionnage, c'est que des trucs pour lesquels le réalisateur se dit « Ouah, la flemme, ça se verra pas ». Et encore, là je parle effectivement de trucs qui peuvent s'apparenter à du faux raccord, pas dramatique, on est d'accord. Même si encore une fois, ce qui m'énerve, c'est que ça révèle plus la manière dont les choses ont été faites. Mais il y a quand même des moments du film où ça passe vraiment mal, quoi. Des moments que le réalisateur se garde bien de commenter d'ailleurs, comme par hasard. Je pense notamment à la séquence où le personnage de Mary est exécuté. John est en train de courir à travers les couloirs pour réussir à tout prix à la revoir un instant avant qu'elle ne meure, tandis que ses bourreaux la font entrer dans la cellule de crémation. Tout l'intérêt de cette scène repose sur la tension, le suspense. Est-ce qu'il va arriver à temps pour la revoir une dernière fois ? Peut-être lui adresser un mot ou un dernier regard ? L'effet est quand même légèrement niqué par le fait que quand Mary entre dans la cellule et que John est encore en train de courir à l'autre bout du bâtiment, Christian Bale est littéralement en train de se tenir derrière elle dans les plans resserrés. Désolé, mais ça, c'est clairement un reste d'anciens montages dans lesquels les deux personnages étaient réunis un instant et qui raccordaient avec ça. Un axe qui, en l'état, raccorde justement assez mal dans la scène définitive. Dernière chose, après j'arrête avec les mesquineries, mais la doublure de Christian Bale, autre énorme sujet. Alors Kurt Wimmer ne tarit jamais d'éloges sur Bale, il raconte comment l'acteur a dépassé toutes ses espérances sur le tournage, aussi bien en termes d'interprétation, d'implication que de capacité à mémoriser des chorégraphies de combat, ce qui a fait gagner beaucoup de temps au tournage, de capacité à faire ses propres cascades, à faire des choses que même les cascadeurs ne savaient pas faire, comme recharger ses deux mitraillettes d'un seul coup, etc. Bon, ok, c'est super, et je suis la première à être admirative de tout ça. Mais alors comment vous m'expliquez le nombre de plans qui ne sont pas des cascades, dans lesquels la doublure de Bale, qui ne lui ressemble même pas, est utilisée? Quand c'est des plans comme ça, ou encore ça, évidemment que c'est pas dramatique, ça passe en un éclair. Une doublure, ça sert aussi à ne pas se faire déplacer la star et surtout à pas la payer quand c'est pas hyper nécessaire. Mais ce plan-là, dans le reflet du casque, ok, c'est qu'un reflet, mais quand même, c'est presque un plan serré sur le visage à ce stade. Et pire, ce plan-là, qui est très long, dans lequel la doublure est de profil et qu'on voit nettement que c'est pas la même personne. En plus, il y a toute la démarche de la sortie de pièce, alors que John Preston vient littéralement de tuer enfin le grand méchant du film. C'est hyper important le jeu d'un acteur sur ce genre de scène, même si elle est filmée de dos. Comment on explique une telle négligence, surtout si ça se voit autant, quoi? Et non, je n'accepterai pas qu'on dise que c'est que du détail. On est d'accord que c'est pas ça qui va vous gâcher tout un film. En revanche, la myriade de manquements de ce style, pour lesquels le réalisateur s'est dit que ça passerait bien comme ça,
au bout d'un moment, ça use la crédibilité de l'effet global, ça use l'œil du spectateur qui, même s'il n'a pas vraiment identifié ces éléments, finit par comprendre quelque part qu'on le prend un petit peu pour une quiche. En tout cas, clairement, moi ça me rendait et ça me rend toujours ouf. Et je pense que j'ai attendu toute ma vie de pouvoir râler là-dessus en vidéo. Et pourtant, j'aime me dire que je ne suis pas le genre de cinéphile qui prend le chou à tout le monde sur des questions de faux raccords, mais sur ce film, ma sœur en Christ, je devienne fou. Bon, alors passé ça, au-delà de ces négligences, parfois c'est aussi juste le goût un petit peu douteux de Kurt Wimmer qui ne fonctionne pas très bien. Lors de la scène d'intro, lorsque les ecclésiastes brûlent la Joconde, le choix du tableau est un peu too much, comme ça lui a été reproché. Disons que ça annonce un peu le ton gros sabot du film. Après, dans la scène de l'arrestation de Mary, il y a aussi ce plan vraiment ridicule qui n'est juste pas possible avec ce tourniquet gratuit là. Oh, tourniquet! Et puis les flous artistiques, les ralentis et tous ces petits effets de montage qui sont franchement assez vulgaires. Encore une fois, vraiment, c'est pas catastrophique, mais tout ça c'est des effets un peu cheap qui vieillissent très vite et qui aujourd'hui, sans doute, même à l'époque d'ailleurs, font vraiment ringard quoi. Pour le coup, c'est pas des erreurs, c'est juste de la mauvaise réal. En termes de direction artistique et de photographie aussi, pardon, mais je trouve qu'il y a beaucoup de séquences qui donnent un peu l'impression d'être une pub de déodorant pour hommes. Mais bref. Et avec tout ça, j'ai même pas abordé l'absence de sang dans le film avec tous les impacts de balles qui font de la fumée noire plutôt que des effusions rouges, ni même les CGI tout moches, ni même... Bon, bref, je vais m'arrêter là pour le négatif. Je pense qu'on a compris l'idée de cet ensemble à la fois de contraintes, mais aussi de je m'en foutisme qui ont tiré Equilibrium vers le bas et ne lui ont jamais laissé la moindre chance d'être un candidat sérieux face à un film comme Matrix. Maintenant, il est temps que je vous dise pourquoi j'adore ce film, et ce malgré tous les défauts que je viens de lister. Bon alors, premièrement, je pense que la chose évidente à souligner qui donne du galon au film, c'est évidemment le casting. Je reviendrai sur Christian Bale dans quelques instants, mais ne serait-ce que pour les seconds rôles, on a quand même un Sean Bean, alors qui meurt évidemment, mais qui a un rôle décisif et qui fait une grande impression en très peu de temps. Il y a aussi Emily Watson, coqueluche de film indé qui avait déjà tourné avec Bale dans Metroland et que vous connaissez de films comme Breaking the Waves, The Boxer ou Gosford Park. Et autour d'eux, on retrouve plein de seconds couteaux qu'on aime comme Taye Diggs, Angus McFadden, William Fichtner et Sean Pertwee. Bah oui, mine de rien, ça change tout d'avoir des comédiens aussi solides dans les seconds rôles pour compenser un peu l'approximation du reste. Et puis il y a donc évidemment Christian Bale dans le rôle principal. Choisi par le réalisateur et les producteurs sur les rushs d'American Psycho, il livre une performance particulièrement impressionnante en termes d'éventail émotionnel, au point que son implication et son sérieux font presque peine à voir dans le résultat final qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Je me rappelle une fois avoir lu une citation de Bale qui disait qu'un acteur ne devrait jamais être meilleur que le film dans lequel il joue. Je me demande si c'était inspiré de cette expérience. Mais bref, c'est pas facile de faire croire à ce personnage et de faire en sorte qu'on s'y attache et qu'on le suive vraiment dans son évolution. Pourtant, s'il y a bien un truc qui fonctionne dans ce film, c'est ça. Et désolé, mais ça, avant même l'écriture, et sur ce film en particulier, ça réside avant tout dans la justesse et la subtilité de l'interprétation. Et si je m'arrête un peu sur ce sujet, c'est parce que beaucoup des scènes qui me touchent dans le film tiennent justement au jeu d'acteur. Je vais peut-être citer les deux plus évidentes. Déjà, il y a celle où John Preston examine une cave remplie d'objets interdits et qu'il fond en larmes en écoutant un vinyle de Beethoven. Eh bien, à part ce détail de la boule à neige dont j'ai parlé, je trouve la scène hyper réussie. On pourrait parler du raccord entre le zoom sur son œil et le dézoom sur le cornet du tourne-disque, un peu osé mais pas si mal, mais je trouve que c'est surtout le timing entre le moment où John lance le disque, qu'il pense qu'il ne fonctionne pas, et le moment où la musique arrive et qu'elle l'émeut avant même de le surprendre. Je sais pas, je trouve ça tellement bien pensé comme manière de représenter le début d'une émotion. Cette scène est super efficace. Et évidemment, ça tient en grande partie au jeu hyper juste de Bale. Alors que le gars insensible qui chiale pour la première fois de sa vie en écoutant de la musique, c'est tellement casse-gueule à faire. Et je dirais exactement la même chose de la séquence où il se réveille en sursaut et va enlever le filtre qui l'empêche de voir le paysage. En plus d'avoir un potentiel un peu niais, la scène pourrait être ridicule parce que, waouh, le paysage en CGI, il est immonde! Et on est censé croire qu'il est ému par ça. Sauf que si, en fait. La manière dont il le joue et la manière dont il est cadré, pour moi, ça marche du tonnerre. Il y a rien de spécial, il y a juste une belle idée qui est bien jouée et pour moi, ça fait mouche. Franchement, je vois bien ce que ça peut avoir de ridicule, mais vraiment, parfois, je crois que cette scène, elle pourrait me faire pleurer. Ça a sûrement dû m'arriver quand j'étais ado d'ailleurs. Bon, et je pourrais en citer plein, Je trouve qu'il est excellent pendant tout le film, mais cet exemple me permet d'aborder un autre aspect que je trouve très réussi aussi dans Equilibrium. Il s'agit de la musique. Très jolie dans cette scène et qui a été composée par Klaus Badelt. Kurt Wimmer raconte qu'on a reproché au film une bande-annonce trop pompeuse, trop épique, trop dramatique, avec ses chœurs presque religieux et ses espèces de solos de guitare électrique. Oui, alors je dis espèce de parce que tout a été fait au synthé, évidemment, il n'y avait pas les moyens d'enregistrer de vrais musiciens ou de vrais chanteurs. Eh bien, moi, cette musique, je la kiffe. J'adore justement ce mélange des genres
qui en fait des caisses, oui, mais qui raconte cette histoire comme une tragédie grecque moderne, avec des mélodies presque enchanteresses, oserais-je dire, et qui, là encore, apporte au film une identité très singulière. Et en parlant de l'identité du film, il faut évidemment que je parle du gun kata, cette sorte d'art martial avec arme à feu inventé pour le film. Toute la logique des ecclésiastes est fondée sur cette discipline, qui a droit à quelques jolies scènes dans le film. Aucune d'entre elles n'est ni parfaite, ni très crédible d'ailleurs, mais cette idée de chorégraphie de combat rapprochée au pistolet, je trouve ça génial et en plus super esthétique. Et ça se marie bien au côté un peu intemporel que Wimmer a voulu donner au monde de l'Ibria, qu'il imagine plus comme une sorte de réalité alternative plutôt qu'un futur. D'ailleurs, même si on est tenté de se dire que ça se passe dans le futur, il faut quand même souligner que les personnages passent des coups de fil avec des téléphones à cadran et que beaucoup de décors sont en fait d'anciennes constructions du régime nazi, donc les années 40 quoi. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais en termes d'esthétique générale et de direction artistique, je trouve qu'Equilibrium est une sorte de pré-Hunger Games. L'Ibria et Panem surfent un peu sur le même délire d'imagerie d'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide, quoi. Donc bref, ce mélange d'art martial et d'armes à feu, ça a un petit côté entre tradition et modernité qui appuie encore le côté insaisissable et intemporel de cette dimension imaginaire. D'ailleurs, on sent un amour de la chorégraphie dans les scènes de combat, et ça aussi, ça fait plaisir. Kurt Wimmer raconte que si c'était à refaire, il emploierait aujourd'hui des danseurs plutôt que des spécialistes des arts martiaux pour concevoir ces scènes. Parce qu'en fait, il avait surtout envie de leur faire des choses qui ressemblent à de la danse plutôt qu'à un sport de combat déjà existant. Il dit même d'ailleurs qu'un jour il voudrait réaliser une comédie musicale. Vous la voyez venir là, la comédie musicale Equilibrium ou pas ? Moi perso j'en rêve la nuit, mais enfin bref. Bon, sinon je peux citer aussi les costumes. Vraiment les tuniques Prada des ecclésiastes, je les trouve parfaites dans ce qu'elles doivent véhiculer entre la tenue policière, la tenue de combat et le vêtement religieux. Ça aussi c'est bête, mais un élément qui fonctionne aussi bien, ça change tout au film. Et d'autant plus quand il n'y a pas énormément de branches auxquelles se raccrocher. Et pour finir sur ces points positifs, même si je voudrais simplement passer le reste de la vidéo à vanter les mérites des scènes du petit chien, je dois quand même reconnaître à Kurt Wimmer quelques beaux moments de mise en scène. Bah oui, je l'ai critiqué tout à l'heure, mais il faut bien reconnaître que par moments, il fait bien son taf derrière une caméra. Je pense surtout à certains plans plutôt bien conçus comme celui où John se retourne pour observer les bureaux de ses collègues, celui où les résistants se font exécuter derrière un mur de carreaux de verre, celui où John regarde les vidéos de surveillance, celui où on le retrouve au milieu d'une foule et que la caméra est montée sur grue. En fait, il y en a plein, et là aussi, heureusement qu'il y a ces quelques plans plus stylisés et plus ambitieux pour donner du cachet à l'ensemble. Je dis pas que c'est du génie de mise en scène, mais globalement, il y a un super travail de montage et de cadrage pour rendre le tout élégant et intéressant à regarder. On n'est clairement pas sur la mise en scène d'un DTV de base, et vu le dessin du film, ça reste important de le souligner. Enfin, vous l'aurez compris, en gros, je peux objectivement et factuellement comprendre pourquoi Equilibrium est considéré comme un mauvais film. Et peut-être pourquoi même c'est un mauvais film. Parce que, encore une fois, le manque de maîtrise, d'ajustement aux moyens, de réflexion aussi parfois tout simplement, transpire de partout dans les éléments les plus concrets du film. Et pourtant, comme vous l'aurez vu, si je l'adore, c'est parce que malgré tout, ces aspects qui fonctionnent tellement bien sur moi. Donc l'atmosphère générale, la musique, les personnages, le jeu d'acteurs, les moments d'émotion un peu suspendus, etc. Qu'au final, oui, le film me bouleverse vraiment pas mal. Et il m'éclate aussi parce que je trouve que le gun kata c'est vraiment super cool. C'est pour toutes ces raisons que j'en arrive à parler de plaisir coupable quand je pense à Equilibrium. Parce que je sais qu'il n'a pas les qualifications requises pour être un bon film. Un film réussi, abouti, crédible, mais le fait est que les sentiments qu'il me procure, ils sont là, et que désolé, mais ils valent toutes les bonnes critiques du monde. C'est pourquoi je me permets de pousser un dernier coup de gueule contre Kurt Wimmer, parce que dans ses versions commentées, que je trouve aussi passionnantes qu'énervantes, on l'aura compris, il explique à un moment donné que lors de sa sortie au cinéma, il y a une légère majorité de femmes qui ont aimé le film. Alors que, en général, même si c'est malheureux, ça n'arrive jamais qu'un film de science-fiction et d'action de ce genre soit préféré par les femmes plutôt que par les hommes. Eh bien, Kurt Wimmer analyse ce phénomène en disant que c'est sûrement parce que les femmes avaient envie que leur mec ressemble à Christian Bale ou parce qu'elles avaient envie que leur mec connaisse le même parcours émotionnel que le personnage. Alors Kurt, écoute-moi bien. C'est manifestement pas de ta faute, mais moi, j'aime ton film. Et j'ai jamais eu besoin qu'un mec entre dans l'équation pour ça. Donc maintenant, tu vas kiffer le fait que des meufs aiment Equilibrium et tu vas arrêter de dire de la merde, d'accord ? Bref, voilà, je crois que j'ai réglé tous mes comptes pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si pour vous Equilibrium c'est du nanar ou du chef-d'œuvre. Et en attendant, moi je ne peux que vous recommander de soutenir Écran Large en vous abonnant à cette chaîne et en laissant un pouce bleu ou un commentaire par exemple. Et si vous avez tendance à faire défiler les vidéos sans regarder l'image, je rappelle que nous avons désormais un podcast qui s'appelle La Réu d'Écran Large et qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. On y traite de plein de sujets différents comme les films de requins, la carrière de Margot Robbie ou le cinéma de Denis Villeneuve.
Bref, on existe sous toutes les formes et il y en a forcément une faite pour vous. N'oubliez pas votre dose de prosium et à bientôt.